Tu veux que je te dise pourquoi le modèle d'investissement qu'on connaît actuellement va drastiquement changer et ça va affecter la bourse et les fonds de capital risque, enfin les VC? Eh bien écoute, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Rousseau les bons tuyaux et cette chaîne est là pour t'aider à augmenter ton niveau de vie afin que tu puisses passer plus de temps sur ce que tu aimes vraiment. Tu sais ce que j'aime bien avec ce genre de vidéo? C'est que je sais qu'il y a plein de personnes qui vont aller direct se diriger sur les pouces rouges parce que avec un titre comme ça et le sujet qu'on aborde, forcément, si tu dis pas ce que tout le monde a envie d'entendre, eh bien, tu te fais taper dessus. Mais bon, c'est pas grave, je pense qu'on peut débattre sur YouTube et c'est parti. Alors au début, la bourse est arrivée vers le 13e, 14e siècle. Au début, c'était un bout de papier chez le notaire et autres. Après, tu as eu des places de marché, d'échange de bourse où là, c'était encore quelque chose de très manuel. Ensuite, ça a bien évolué quand il y a eu la grande période d'industrialisation et on a eu petit à petit les échanges boursiers qui devenaient de plus en plus numériques. Ce système-là d'entrée en bourse pour les entreprises a plutôt bien fonctionné à ses débuts et petit à petit, on est arrivé, le système, il a commencé à ralentir et ne plus vraiment correspondre aux besoins aujourd'hui des entreprises. Alors si on regarde justement les valeurs de capitalisation boursière en ce moment, eh bien on peut voir que c'est majoritairement du secteur technologique. Alors, il y a eu aussi forcément dans notre société un changement qui a été fait, ça je ne vais pas te l'apprendre parce que quand tu vends de la matière grise, tu peux la répliquer et l'envoyer partout que quand tu fais de la matière première, même transformée, eh bien ça va être beaucoup plus compliqué. Et on est arrivé justement dans le milieu technologique où les entreprises vont plutôt faire des levées de fonds. Et elles font ces levées de fonds auprès de capital risqueurs, venture capitalist en anglais, do VC. Et pourquoi elles font appel à ces venture capitalistes ou ces capital risqueurs? Eh bien, c'est parce que l'entrée en bourse, elle met trop de temps. L'entrée en bourse, c'est vraiment trop compliqué pour une nouvelle entreprise. Et quand tu es dans le secteur des nouvelles technologies, tu as besoin de t'installer sur certains modèles partout très rapidement. Si je prends un exemple assez récent qu'on a pu voir, une expansion globale, mondiale, très rapide, ça va être Uber. Parce qu'une fois qu'ils ont développé leur application et leur système derrière qui fonctionne, eh bien ça, ils peuvent le répliquer dans plein de pays, plein de villes et aller très rapidement. On leur reproche aujourd'hui d'avoir fait ça justement, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là, c'est juste pour reprendre le même modèle. Et donc, ils ont besoin d'une chose, c'est déjà de très gros budgets marketing, mais aussi de bureaux dans plein d'endroits et d'argent très rapidement pour pouvoir brûler ce cash et y aller à fond. Sachant que ces fonds de capital risque savent qu'après, ils auront un retour sur investissement. Au bout de 5, 6 ans, 10 ans que l'entreprise est lancée et bien installée, elle va pouvoir être une machine à cash, une machine à profit, étant donné que tout le système est déjà en place. Pour te prouver que je dis pas de bêtises, on va regarder la part des investissements qui étaient faits en privé pour les entreprises et la part qui arrivait avec les IPO, donc les entrées en bourse. Je te montre justement ce graphique qui est tiré d'une étude de Andreessen Horowitz. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que avant les années 2000, toutes les entreprises avaient une offre publique qui était très grosse. C'était vraiment, les fonds privés étaient beaucoup plus faibles. Et si on regarde après l'année 2000, la part des fonds privés grossit et la part qui est faite dans les IPO devient de plus en plus petite. D'ailleurs, on peut, je pense, assez bien localiser la bulle Internet qui a été, je pense, le moment où le modèle a basculé vers autre chose. Alors, durant ces 5 dernières années, on a eu quand même pas mal de visionnaires et mine de rien, on a eu pas mal de nouveaux produits et services qui peuvent changer plein de choses. Si je pense notamment à Mark Zuckerberg ou Elon Musk, pour n'en citer que 2, mais il y en a plein d'autres que j'oublierai et ça pourra faire l'objet de je ne sais combien de vidéos, eh bien ces offres d'investissement au début, elles n'étaient pas proposées au grand public. Elles ont été proposées justement à des fonds privés pour plusieurs raisons. Déjà, le fait que c'est plus simple de travailler avec un seul fonds privé quand tu dois investir dans une entreprise, mais aussi parce qu'elle ne voulait pas être proposée au public étant donné que ça va représenter des risques et autres, donc le marché n'a pas vraiment de régulation pour permettre ça, les petits investisseurs d'investir simplement dedans. Mais ça a aussi enlevé l'opportunité de gain d'investir là-dedans, dans ces entreprises-là. Et c'est pour ça que le modèle a totalement changé aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que dans ces 15 années, eh bien, il y a eu plusieurs changements. Déjà, c'est plus 4 ans pour rentrer en bourse, mais maintenant, c'est passé à presque 10 ans. En plus de ça, les valeurs boursières ont largement augmenté. Et c'est vrai que si tu regardes dernièrement les introductions en bourse qu'il y a eu, par exemple, je sais pas, moi je vais prendre un exemple Facebook.
c'est rentré assez tard. Tout le monde connaissait déjà à peu près le produit, même si aujourd'hui l'action a permis de faire pas mal de profits à ceux qui ont investi au tout début. On va en parler après, mais tu verras que c'est bien ceux qui ont été au début dans les fonds privés qui, eux, ont eu un très beau retour sur investissement. Et donc Ben Evans, toujours dans la même étude, qui est d'ailleurs c'est assez compliqué puisque le cabinet a un nom et c'est un autre nom en dessous. Eh bien, il arrive à la conclusion que, en fait, la plupart des retours sur investissement et tous les bénéfices vont aux fonds privés et non à la capitalisation boursière. Du coup, en fait, les bénéfices et tout le retour sur investissement, il est un peu réservé, comme je dis, aux vieux de la vieille. Tu vois, par exemple, Microsoft, Google et autres, qui peuvent se permettre d'investir dans toutes ces entreprises-là. Par exemple, Alphabet, donc qui est le fonds, qui est l'entreprise derrière Google maintenant, étant donné qu'ils ont tout rassemblé dans un, eh bien, ils avaient investi chez Uber. Moi, par exemple, tu vois, j'ai pas pu investir chez Uber au début. Alors, ils sont même pas encore en bourse et on ne sait pas si un jour ils vont arriver en bourse, étant donné que, vu comme ils sont dans l'actualité et autres, ça va être un peu compliqué. Regardons justement quel a été le retour sur investissement si tu étais dans les fonds privés ou si tu étais par rapport à une IPO. Et là, si je te montre ce graphique-là, on voit très bien que de plus en plus, on se dirige vers un modèle où toute la valeur créée va aux capitaux privés, aux fonds privés qui ont investi dedans au début, donc les VC. Et en fait, ça fait sens parce que pour une startup, ça prend tellement de temps de rentrer en bourse, sachant qu'elle va se retrouver face à des personnes peut-être dans le milieu boursier qui vont pas être très à l'aise avec les nouvelles technologies et autres. Il y a eu plusieurs clashs entre Internet et la bourse. C'est pas une histoire d'amour, je veux dire, mais aujourd'hui, même si les personnes s'ouvrent un peu plus, quand tu arrives vraiment avec un produit innovant, ça va être assez compliqué, sachant qu'en plus, c'est pas un modèle habituel, tu vois. Les startups, elles peuvent être 10 personnes et lever 10 millions. En plus de ça, ça va mettre du temps. Du coup, les startups n'avaient que d'autres choix aujourd'hui, c'est de se tourner vers les VC. Mais on est arrivé justement, déjà aujourd'hui, ça a engendré un autre problème. C'est qu'il y a beaucoup plus de startups qui se créent que de VC ne peuvent accepter. Et ce qui fait que même une bonne startup, elle peut ne pas recevoir d'investissement. Pourquoi ça ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, une des meilleures solutions, c'est quand même déjà d'avoir des contacts chez les VC et autres pour être écoutés. Et c'est pour ça que les startups, au lieu de se concentrer sur développer leurs produits, après, elles doivent se concentrer sur faire une levée de fonds. Et ce qui ne fait pas vraiment de sens quand la valeur que tu crées va être dans le développement de ton produit. Et c'est là où la blockchain peut venir en aide à ce modèle-là, selon mon avis. Pourquoi je te dis ça ? Eh bien, c'est parce que dans le milieu des crypto-monnaies ou des actifs cryptographiques, tu as les ICO, Initial Coin Offering. En fait, comment ça se passe ? Eh bien, tu vas investir dans un projet et quand ce projet commence à être lancé, on va te redonner les pièces, donc en fonction du montant que tu as investi. Ça se développe à très très grande vitesse en ce moment sur le milieu des crypto-monnaies parce qu'il y a notamment Ethereum qui a permis d'émanciper ça et de le rendre beaucoup plus simple à tout le monde. Je te parle d'ailleurs d'Ethereum dans une autre vidéo si tu veux comprendre. En fait, c'est des contrats intelligents qui s'exécutent sur la blockchain. Ça présente plusieurs avantages. Déjà, c'est que c'est ouvert directement au grand public. Toi, comme moi, comme n'importe qui, comme quelqu'un en Ouganda ou comme quelqu'un en Argentine, peut investir directement dans le projet et aussi être au courant du projet. La deuxième chose, c'est que c'est pareil, l'entreprise va pouvoir concentrer plus ses efforts sur le développement du produit. Et le troisième point, c'est qu'on va avoir une évolution directe. Quand tu as l'évolution des entreprises, tu n'as pas vraiment de regard sur l'intérieur. Sur le modèle des ICO et autres, on a beaucoup plus de ces choses-là. On a accès à une roadmap, on peut en parler avec d'autres personnes autour de soi, que ce soit dans le milieu des crypto-monnaies ou même si on connaît d'autres investisseurs modernes dans notre cercle social, mais ça permet de lever directement des fonds auprès d'une audience qui est très large et auprès de personnes qui vont plus ou moins s'y connaître dans les nouvelles technologies. Alors attention, je te mets en garde, étant donné que c'est ouvert à tout le monde, que tout le monde peut faire une ICO et qu'il n'y a pas vraiment de régulation là-dessus pour l'instant, ça dépend des pays, eh bien il y a beaucoup d'arnaques. Je veux pas te faire peur, mais c'est comme pour tout, il faut prendre ses précautions, bien analyser la situation et pourquoi pas en parler avec d'autres investisseurs que tu connais et justement pouvoir te créer un avis. Tu peux aussi regarder, il y a plein de documentation sur internet et autres pour t'aider à choisir. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut surtout ne pas écouter n'importe qui te propose une ICO, qui te dit viens ici, viens avec ce lien, il faut vraiment que tu investisses maintenant. Il faut toujours faire attention et te faire ta propre analyse.
Alors voilà, maintenant tu comprends un petit peu plus pourquoi je te disais ça au début et pourquoi je mettais ce titre-là. Parce que si je regarde les plus grosses capitalisations boursières, c'est dans le milieu des technologies. Et pour moi, demain, eh bien, le nouveau Facebook, il pourra très bien être sur la blockchain. Le nouveau Google, il pourra très bien être sur la blockchain et ça va changer énormément de choses. Alors, je dis pas que j'ai 100% raison, mais c'est la vision que j'ai. Après, chacun est libre d'avoir la sienne. On peut en débattre en commentaire. Je suis toujours là pour y répondre. Bien sûr, les messages d'insultes, je les supprimerai. Mais en tout cas, dis-moi ton avis, partage-le en commentaire et je pense que notre modèle de société va évoluer. Même si c'est difficile aujourd'hui de se dire qu'est-ce que ça aide le nouveau Facebook, il n'y aura pas de nouveau Facebook et autres. Mais bon, on se disait la même chose quand il y avait MySpace ou quand il y avait même pas Facebook. En fait, si tu as l'idée de Facebook, eh bien tu en es l'inventeur et si tu pousses le projet plus loin. C'est très dur de se projeter dans le futur en fait, je pense, et de se dire comment on va fonctionner après tant qu'on n'a pas d'éléments concrets et qu'on n'a pas d'éléments de comparaison. En tout cas, ça va pas tuer le marché boursier pour tout ce qui est les entreprises, je pense, qui font des produits finis, donc je sais pas, je vais dire Coca ou autre, ou de la métallurgie. Je pense que ça va pas du tout toucher à ça, mais sur tout ce qui est le modèle des technologies, je pense qu'une grosse partie de la valeur boursière va se déplacer dans les crypto-monnaies. Bon alors, frère. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la prochaine vidéo, tu peux regarder celle-ci que je te conseille. N'oublie pas de me dire ce que tu en penses en commentaire, ça me fait toujours plaisir de faire avancer le débat. Et écoute, moi je te dis ciao, à la prochaine.